L'avant-projet de loi sur le code électoral a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, malgré le fait qu'il n'ait pas encore été officiellement présenté par le gouvernement. Les successions de masses nuageuses au cours de cette semaine ne se sont finalement pas transformées en cyclones. Cette masse nuageuse s'est déjà éloignée de la Grande Île, selon les explications obtenues du service de la météorologie. Et en Afrique du Sud, le parti au pouvoir réuni pour élire le nouveau président. Le vainqueur se retrouvera en bonne position pour devenir le chef de l'État en 2019. Jacob Zuma termine son deuxième mandat. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. Elle a eu le dessein du régime du président Radzounarman Pian de procéder à une révision constitutionnelle. N'est plus un secret, ce projet dévoilé au grand jour laisse présumer que la rencontre qui a eu lieu cette semaine entre les membres du gouvernement et les parlementaires ne traitait pas de l'avant-projet de loi sur le code électoral, mais plutôt du projet de révision de la loi fondamentale. Les détails dans l'éditorial de André Arson. Il est clair aujourd'hui que le président Radzounarman Pian est prêt à tout pour maintenir sa place au pouvoir. Cette révision de la Constitution vise ainsi à favoriser le chef d'État actuel lors de la prochaine présidentielle, car certains points de ce texte fondamental, notamment les termes stipulés dans l'article 46 et 47, ne servent pas ses intérêts. Les débordements des dirigeants s'enchaînent sous forme d'abus de pouvoir, de corruption, d'actes anticonstitutionnels, si l'on ne cite comme illustration que la nomination du Premier ministre qui allait à l'encontre de l'article 54 de la Constitution, le fait de se dérober devant la mise en place de la Haute Cour de justice et du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, ou encore de s'immiscer dans les affaires du pouvoir législatif, dont l'un des rôles consiste à contrôler le pouvoir exécutif, influençant ainsi ses actions et le privant de son indépendance. Résultat, en contrepartie de certains avantages, les députés pro-régime se sont portés volontaires pour trouver les arguments qui vont servir à convaincre le peuple de se ranger en faveur de cette révision constitutionnelle avant de procéder à une élection présidentielle. La Constitution, comme toute chose faite par l'homme, n'atteint pas la perfection. Il n'en reste pas moins que c'est le respect et l'application de ce texte qui confèrent à un pays son statut d'état de droit. D'autre part, la veille de la fin d'un mandat présidentiel est un moment mal choisi pour entamer une révision constitutionnelle. Cela pourrait éventuellement provoquer une crise. D'ailleurs, de nombreux États du continent africain peuvent en témoigner pour avoir vécu une situation similaire. Les dirigeants préfèrent forcer une révision de la Constitution plutôt que de faire preuve de bonne volonté pour équiper la CENI et la Haute Cour constitutionnelle afin d'accélérer le dépouillement des votes et dans la même optique activer la proclamation des résultats. Un geste de plus qui démontre une fois de plus le manque de respect et le mépris du régime du président Radzounarman Pian envers le peuple malgache. Et toujours sur ce sujet, l'avant-projet de loi sur le code électoral a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, malgré le fait qu'il n'ait pas encore été officiellement présenté par le gouvernement. Et dans l'article 7 de cet avant-projet de loi, il est stipulé qu'à défaut de représenter un parti politique légalement constitué, il faut qu'un candidat obtienne le parrainage de 150 grands électeurs pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Reportage de André Arson. Une ébauche de l'avant-projet de loi sur le code électoral a commencé à circuler sur les réseaux sociaux au cours de la soirée du vendredi dernier. L'article 7 de ce texte attire particulièrement l'attention. Il stipule que, je cite, « Toute candidature à l'élection présidentielle doit être investie par un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués
ou parrainé par une liste de 150 élus membres du Sénat, de l'Assemblée nationale, des conseillers communaux, régionaux et provinciaux, maires, chefs de région et chefs de province provenant au moins de 3 provinces. Fin de citation. Un article qui défavorise déjà d'avance les candidats indépendants et incite la corruption qui aura pour but d'obtenir le soutien des grands électeurs pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. À titre de rappel, durant l'élection présidentielle de 2013, le président Iratzonar Pian était sans parti et n'avait pas une flopée d'élus pour le parrainer. Et pourtant aujourd'hui, il occupe le poste de chef d'État, situation impossible si le code électoral de l'époque avait les mêmes termes. Un autre point qui soulève la réflexion dans ce texte, c'est les termes de l'article 2, alinéa 7, portant sur le cas du président sortant, qui stipule que, je cite, « À partir du lendemain du premier tour de scrutin, s'il n'est pas candidat au second tour, et dans tous les cas, à partir du deuxième tour de scrutin, la démission devient caduque. Le président de la République en exercice reprend les attributions présidentielles qui lui sont conférées par la Constitution jusqu'à la date de la passation officielle du pouvoir avec son prédécesseur. » Fin de citation. Cette section démontre le manque de confiance du président actuel face à son impopularité. Si cette loi est adoptée, il sera alors possible pour le président de la République, qui se porte candidat à l'élection présidentielle, d'annuler les résultats du premier tour si jamais il n'atteint pas le deuxième tour de l'élection. Un cas possible qui provoquera certainement une crise. Cet avant-projet du code électoral est fait en 7 chapitres de 40 articles. Mais également dans l'actualité de ce jour, face au mépris des autorités vis-à-vis de leurs revendications concernant le paiement de leur alignement d'indices, les membres de l'association des anciens militaires entendent renforcer leur action. Accompagnés par des gendarmes et des militaires encore en fonction, cette association prévoit une descente dans la rue le 20 janvier prochain. Et à titre de rappel, une rencontre a déjà eu lieu entre les deux parties, mais sans résultat concret jusqu'à ce jour. Plus de 6 000 militaires, membres de l'association des anciens militaires, n'ont pas encore perçu leur pension. Et actualité sociale, la RN 35 PK42 qui traverse la commune de Souaven, le district d'Amour-Nmani, est totalement coupée. Une situation qui dure depuis la fin du mois de novembre dernier sans qu'aucune mesure ne soit prise entre-temps. Et d'autre part, le barrage d'Anjanwern qui servait à approvisionner 3500 hectares de rizières en eau a également été rompu. Reportage. À Madagascar, les infrastructures sont fragiles et mal entretenues. La coupure de la route nationale 35 en est l'exemple concret. Impraticable depuis le 30 novembre, cette route n'a pas encore été réparée jusqu'à ce jour. Aucune restauration de cette route n'est encore prévue pour l'instant alors que cela fait un moment qu'elle ne peut plus être empruntée. De nombreux usagers de la route qui doivent passer par cette zone et qui transportent des marchandises sont victimes de cette situation car le transbordement de leurs marchandises est difficile. Outre cela, le 9 décembre dernier, le barrage d'Anjanwern, situé dans la commune de Souaven, région d'Amour-Nmani, également cédé. Ce barrage servait à approvisionner en eau 3500 hectares de rizières dans les environs de Souaven et d'Ambujumsuch, ce qui entraîne un impact non négligeable sur la plantation de riz de cette année pour les riziculteurs situés dans ce secteur. La plaine d'Ambujumsuch, sur laquelle se trouvaient ces rizières, aurait pourtant la survie d'une grande partie de la population de la région d'Amour-Nmani et de ses environs. Face à une telle situation, les habitants de la région lancent un appel aux responsables afin que ces derniers trouvent une solution aux problèmes qu'ils subissent depuis un certain temps. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les successions de masses nuageuses au cours de cette semaine ne se sont finalement pas transformées en cyclone. Cette masse nuageuse s'est déjà éloignée de la Grande Île selon les explications obtenues du service de la météorologie. Reportage. Les deux masses nuageuses qui se sont succédées cette semaine à Madagascar n'ont pas réussi à réunir les conditions nécessaires à la formation d'un cyclone. Aujourd'hui, la menace n'est plus à craindre selon les explications d'un responsable au niveau du service de la prévision météorologique.
À titre de rappel, la saison cyclonique 2017-2018 à Madagascar s'annonce active et légèrement supérieure à la moyenne climatologique, avec 2 à 4 perturbations pouvant atterrir sur les côtes malgaches, dont 1 à 2 pourraient atteindre le stade de cyclone tropical ou supérieur. Et place maintenant aux actualités internationales. L'extrême droite européenne est en sommet à Prague. Une conférence anti-islam organisée par le président de l'extrême droite tchèque. Reportage de France 24. Les thèmes sont abordés, mais l'élément qui est structurant par rapport à ces partis, c'est la question de l'islam. Car si vous vous intéressez à la Ligue du Nord, au Front National, au Parti autrichien de la liberté ou encore au Vlaams Belang en Belgique, au nord de la Belgique, en Flandre, il y a un fil conducteur entre tous ces partis. Et d'ailleurs, ils essaient de se structurer au niveau du Parlement européen par rapport à la question de l'islam. L'idée, c'est que l'Europe géographique, l'identité européenne est menacée par l'islam, également par l'Union européenne jugée trop puissante, trop fédérale. Et donc ici, la question, c'est comment est-ce qu'on peut protéger l'Europe contre l'islam et en filigrane, comment peut-on le faire sans être taxé de racisme? Car c'est bien ce qui rassemble tous ces partis à cette conférence, mais également au niveau de leur tentative de structuration politique au niveau du Parlement européen. Ce qui les rassemble, c'est une reformulation du discours. On essaye d'éviter le discours xénophobe classique, on essaye d'éviter le discours raciste classique. On va plutôt se focaliser sur les libertés, la laïcité, la République contre l'islam, contre l'invasion islamique en Europe, contre l'islam radical. Et c'est, je dirais, l'élément sur lequel tous ces partis sont. Au niveau de l'Europe, il y a une ambiguïté. Je pense que la plupart de ces partis ont bien compris que la sortie pure et dure de l'Union européenne est risquée. Le Brexit, contrairement à ce qu'on a imaginé il y a encore quelques mois, finalement ne joue pas en faveur de ces partis. Car beaucoup de gens constatent non seulement que le Royaume-Uni est en grande difficulté, et d'autre part, si vous observez le parti UKIP, et Nigel Farage, on s'aperçoit finalement que ces porteurs du Brexit n'ont pas pu capitaliser sur le plan électoral par après, et certains ont même quitté la scène politique. Et donc je crois que la sortie pure et dure de l'Union européenne n'est plus à l'agenda. Par contre, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut, à l'intérieur du Parlement européen, rééquilibrer les pouvoirs entre le Parlement et la Commission et imaginer une Europe qui resterait, je dirais, dans sa structure actuelle, mais avec plus de souveraineté, plus de pouvoir pour les nations. Et en Afrique du Sud, le parti au pouvoir réuni pour élire le nouveau président. Le vainqueur se retrouvera en bonne position pour devenir le chef de l'État en 2019. Jacob Zuma termine son 2e mandat. France 24. C'est le personnage politique le plus difficile à suivre en Afrique du Sud. Impossible de connaître son programme. Ses gardes du corps sont toujours aux aguets. Nkosazana Dlamini Zuma n'a pas besoin des médias pour être populaire. Tout le monde la connaît. Ancienne patronne de l'Union africaine, ex-ministre de l'Intérieur, elle choisit souvent les églises pour faire campagne. Les chorales évangéliques ont même créé des chansons pour elle. Sous des allures très douces, son programme est radical. Éducation gratuite, expropriation des terres, nationalisation des banques, elle veut tout changer. Nous ne maintiendrons jamais la paix si notre peuple a faim, si notre peuple n'a pas de toit, si notre peuple est malade ou s'il n'a pas accès à l'éducation, si l'économie ne profite pas à tous. Elle a des idées bien à elle et elle déteste quand on la qualifie d'ex-femme 2. Elle rappelle dans ses meetings qu'elle militait à l'ANC avant d'avoir épousé Jacob Zuma. Alors quand il y a un cadeau à prendre pour le chef de l'État, quelqu'un d'autre s'en charge. Certains disent qu'elle a failli quitter la course à la présidence car le nom du père de ses 4 enfants est assez lourd à porter. Mais que ses troupes l'ont convaincu de rester. Sans partialité, levez les mains en direction de votre leader. Nous l'avons choisi pour la mission que vous allez lui faire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'Afrique du Sud a besoin de venir à bout de la pauvreté. Nous ne pouvons pas le faire sans transformer radicalement notre économie. Il est temps de le faire, pas seulement pour le pays, mais pour notre peuple.
50% de notre population est pauvre. Le chômage ne fait qu'augmenter parmi les jeunes. Ce statu quo est intenable, même pour la paix. Elle se sent investie d'une mission. Lentement mais sûrement, Nkosazana Dlamini Zuma s'impose sur la scène politique. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. L'avant-projet de loi sur le code électoral a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, malgré le fait qu'il n'ait pas encore été officiellement présenté par le gouvernement. Et les successions de masses nuageuses au cours de cette semaine ne se sont finalement pas transformées en cyclone. Cette masse nuageuse s'est déjà éloignée de la Grande-Île selon les explications obtenues du service de la météorologie. Et enfin, en Afrique du Sud, le parti au pouvoir est uni pour élire le nouveau président. Le vainqueur se retrouvera en bonne position pour devenir le chef de l'État en 2019 et Jacob Zuma termine son deuxième mandat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.